Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur et chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'avis que je rends au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur les crédits du budget qui concernent donc l'enseignement supérieur. Je remercie vivement au passage les personnes auditionnées qui nous ont fourni des éléments d'analyse précieux et l'administratrice Clémentine Castello qui m'a aidé dans ce travail. Avant de détailler ce budget, je voudrais rappeler, selon moi, quelles sont les missions de l'université. Elle est le lieu de production et de transmission d'un savoir critique en perpétuelle construction. Recherche scientifique et transmission du savoir sont donc deux missions de l'université indissociables l'une de l'autre. L'université n'est pas le simple lieu de formation des étudiants à un portefeuille de compétences qui augmenterait leur employabilité. L'université joue un rôle central dans l'émancipation des futurs citoyens, car je fais le pari que le savoir libère. L'université constitue aussi un pilier de notre démocratie. En effet, sans citoyens éclairés, dans le monde de plus en plus complexe, l'exercice de la citoyenneté est imparfait. Il est donc essentiel de défendre et de refonder un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, le manque chronique de moyens et le management toxique qui organise la concurrence entre tous les acteurs affaiblissent nos universités. Sur ce terreau se développe un nouveau marché du savoir avec l'explosion des formations privées du supérieur qui prospèrent sur une illusion. Il est possible de former des salariés une fois pour toutes prêts à l'emploi. Alors venons-en au rapport. Je présenterai d'abord les principales caractéristiques du budget 2024 des programmes 150, qui concernent la formation supérieure, et ensuite du programme 231 relatif à la vie étudiante. J'en viendrai ensuite à la partie thématique de mon avis budgétaire qui concerne le développement très préoccupant de l'enseignement supérieur privé. Avec environ 15,27 milliards d'autorisations d'engagement et 15,18 millions d'euros de crédits de paiement, le programme 150 est l'enveloppe la plus importante de la mission Recherche et Enseignement supérieur. Ces montants sont en augmentation respectivement de 0,47% et de 1,83% par rapport à 2023. Mais cette hausse de crédit découle de la revalorisation des rémunérations qui était prévue, vous l'avez signalé, par la loi de programmation de la recherche, et ce à hauteur de 141,7 millions, et de nouvelles mesures en faveur du personnel qui représentent 155 millions. Ces augmentations sont en réalité en trompe-l'œil et très insuffisantes. Elles sont très insuffisantes et en réalité illusoires car elles ne compensent que très partiellement l'impact de l'inflation. Calculé en euros constants, et c'est la même chose que l'an dernier, le budget du programme 150 est en réalité en baisse par rapport à l'année dernière de 0,77%. Elles sont très insuffisantes car l'État ne compense que la moitié, vous l'avez signalé, des dépenses supportées par les universités pour mettre en œuvre les mesures de revalorisation salariale décidées par l'État et annoncées en juin. Elles sont censées financer le reste à partir de leurs ressources propres. Le gouvernement risque de mettre en difficulté de nombreuses universités, dont les 2/3 pourraient se retrouver déficitaires dès 2023, selon France Universités. C'est d'autant plus problématique que les universités sont confrontées à une augmentation très significative de leurs dépenses énergétiques, qui n'est pas non plus compensée par l'État. En ponctionnant les fonds de roulement des universités, le gouvernement fait des économies au détriment des capacités d'investissement des universités et risque de freiner les projets de rénovation thermique, pourtant essentiels pour assurer les conditions d'accueil décentes et pour engager la planification écologique. Je veux aussi mentionner d'autres sujets d'alerte concernant le programme 150. Je déplore globalement l'insuffisance des crédits dévolus aux actions 1 et 2, qui concernent respectivement la licence et le master, qui ne permettent pas aujourd'hui d'assurer à toutes et tous une place dans la formation de son choix. Il est aussi préoccupant que le nombre de doctorants poursuive sa diminution. Ces évolutions traduisent une forme de mépris pour le système universitaire. Nous en avons eu, hélas, une illustration récente lorsqu'interrogé par Hugo Travers, le président de la République a dénoncé, en évoquant le système universitaire, un gâchis collectif. Et il a même insinué que des formations se maintiendraient uniquement pour préserver des postes d'enseignants. Ces propos sont choquants, notamment dans un contexte où la dépense moyenne par étudiant à l'université a baissé de 10% en euros constants depuis 2013. Venons-en à la vie étudiante, avec l'analyse des évolutions du programme 231. Pour l'année 2024, le budget de ce programme atteindrait 3,3 milliards d'euros en autorisation d'engagement et aussi en crédit de paiement, soit des augmentations significatives de 7,05% et 6,28% par rapport à 2023. Les crédits dévolus au programme 231 doivent néanmoins être replacés dans le contexte d'une hausse très significative de la précarité étudiante. 26% des jeunes de 18 à 24 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Et selon un sondage réalisé par l'IFOP en septembre 2023, un étudiant sur deux limite ou renonce à des achats alimentaires et a déjà sauté un repas faute de moyens. Si la hausse des crédits du programme 231 est supérieure au niveau de l'inflation, elle n'est pas à la hauteur des enjeux actuels. Madame la ministre, vous aviez annoncé 500 millions d'euros supplémentaires pour financer le premier acte de votre réforme des bourses. Mais les crédits du programme 231 n'augmentent que de 120 millions d'euros finalement. Vos services ont expliqué lors des auditions que la réforme serait notamment financée grâce à la baisse en réalité du nombre d'étudiants boursiers. Cette baisse
est finalement très préoccupante, alors que la précarité étudiante augmente. Elle témoigne notamment des dérives du modèle de notre enseignement supérieur qui bascule de plus en plus vers un enseignement supérieur privé professionnel. J'y reviendrai dans quelques instants. Concernant l'évolution du système de bourse, nous ne saurions nous en tenir à ces évolutions paramétriques, alors qu'une réforme systémique est appelée par tous. Plus profondément, seule une garantie d'autonomie pour les jeunes étudiants permettrait véritablement de supprimer la précarité étudiante en assurant un niveau de vie supérieur au-dessus du seuil de pauvreté. Les crédits du programme 231 sont par ailleurs largement insuffisants au regard du retard pris dans la construction de logements étudiants, mais aussi concernant les services de santé. J'émets donc un avis défavorable, vous l'aurez compris, sur ce projet de budget. Cette année encore, il témoigne du manque chronique d'investissement dans l'enseignement supérieur et qui conduit à une forte augmentation de la place prise dans le secteur privé. J'ai souhaité porter mon attention sur cette question dans le cadre de la partie thématique de mon avis. Depuis 2001, la progression est vertigineuse. Le nombre d'étudiants inscrits dans le privé est passé de 291 970 en 2001, soit 13% à l'époque du nombre total d'étudiants, à 766 811 000 étudiants en 2022, soit plus de 26% de l'ensemble des étudiants aujourd'hui, ce qui représente une progression de près de 160%. Alors les causes de cette progression rapide du privé sont multiples. D'abord, la loi pour l'orientation et la réussite des étudiants a introduit une sélection plus forte à l'entrée en licence avec la création de Parcoursup. Le nombre de lycéens n'ayant pas obtenu la formation de leur choix oscille selon les années entre 105 000 et 125 000, soit entre 17 et 21% des bacheliers. Cette sélection associée au manque de places en licence a conduit à de nombreux étudiants à se reporter sur le privé. La même dynamique est à l'œuvre pour les masters. Près de 43 000 étudiants n'ont pas obtenu la formation de master de leur choix en 2023, ce qui, là aussi, représente 21,7% des éligibles. Ensuite, la plateforme Parcoursup a offert une vitrine à certaines formations privées. J'ai regardé les chiffres. Sur 23 000 formations répertoriées sur Parcoursup, 13 830 sont publiques et 21% font de l'apprentissage. A contrario, il y a 9 289 qui sont privés, mais pour lesquels 68% sont en apprentissage. Le secteur privé a aussi massivement bénéficié de la réforme de l'apprentissage sous perfusion de France Compétences, dont je rappelle, la dette atteint 11,9 milliards d'euros. Mais le secteur privé a aussi profité de la marchandisation du secteur avec un marketing extrêmement agressif et une présence accrue dans les salons étudiants. Enfin, deux anciennes ministres qui ont joué un rôle fondamental dans la progression de ce secteur se sont reconverties dans les écoles qui ont bénéficié des politiques qu'elles avaient mises en œuvre au gouvernement. Cela pose, pour nous, des questions éthiques évidentes. La progression des formations supérieures payantes entraîne une reproduction et un approfondissement des inégalités sociales entre étudiants et quelque chose qui est extrêmement grave, dilue dangereusement la distinction importante entre qualification et compétences. En 2023, la presse a relayé de nombreux cas d'arnaques dans l'enseignement supérieur privé et a documenté la détresse des familles des étudiants qui en ont été victimes. Madame la ministre, le groupe de travail que vous avez lancé a proposé des solutions, mais elles sont largement insuffisantes. Nous devons agir vite, non seulement pour réguler le secteur, mais surtout pour endiguer globalement le phénomène, car on ne peut pas se féliciter d'avoir une progression aussi forte du secteur privé. À court terme, les propositions que nous faisons dans le rapport sont d'abord de effectivement mieux encadrer le secteur privé. Pour cela, nous devons supprimer de Parcoursup toutes les formations délivrant uniquement des titres professionnels, car ça dilue la distinction entre compétences et qualifications. Nous devons systématiser les contrôles, mettre en place une évaluation par l'État des taux d'employabilité, des formations professionnalisantes. Aujourd'hui, en réalité, c'est les formations elles-mêmes qui donnent ce taux d'employabilité. Supprimer les financements publics de BPI France et interdire le marketing agressif fait par ces écoles. Mais à plus long terme, limiter le recours au secteur privé nécessite obligatoirement de renforcer le secteur public. Il faut pour cela plus de 150 000 places dans l'enseignement supérieur. Et donc, il faut pour cela recruter massivement des fonctionnaires. Et pour qu'il y ait des candidats, il faut que les métiers soient plus attractifs. Et donc, il faut revaloriser d'au moins 15% les salaires. Sinon, il n'y aura pas de candidats. Il faut aussi renforcer très fortement les IUT, notamment parce que les formations de courte période sont plébiscitées. Et enfin, il faut affirmer le droit à la poursuite des études dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça que nous continuons, et je poursuis, à défendre l'idée qu'il faut changer de système et supprimer Parcoursup. Et enfin, je vous remercie de votre écoute et je voudrais nous féliciter parce que finalement, contrairement à l'an dernier, nous pourrons examiner l'ensemble du budget dédié à l'enseignement supérieur, au moins en commission, puisque le 49.3 interviendra après. Merci. Merci.